Ah, ça y est. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le webinaire CECAFI Covid-19 et marge de manœuvre économique. Comment votre entreprise traverse-t-elle la crise? Je me présente, Florian Delvaux. Je serai l'animateur avec Delphine de ce webinaire sur l'ensemble du sujet sur la crise économique et comment votre entreprise traverse la crise. Alors, tout d'abord, un petit point logistique. Alors, je vois que beaucoup ont déjà commencé à regarder sur la droite et à utiliser le chat. Vous pouvez poser vos questions. Vous voyez, vous avez un onglet questions et vous verrez pendant l'ensemble de la présentation, il y aura 3 sondages. Et donc, vous avez votre petit onglet sondage auquel vous serons gré de répondre durant l'ensemble de la présentation. Et nous ferons un petit point sur ce sondage en conclusion de notre webinaire. Alors, comme je vous l'ai indiqué, c'est un webinaire CECAFI. Et donc, nous allons parler de CECAFI pour refaire un petit point sur CECAFI. Donc, nos métiers au sein de CECAFI. Delphine, si tu peux avancer en même temps le support. Les métiers de CECAFI, très rapidement, le diagnostic et le conseil en matière économique, sociale et financière. Nous sommes inscrits à l'ordre des experts comptables sur cette grande compétence du cabinet. La veille, l'anticipation, la conduite du changement dans le cadre de mutation. Et dans ce cadre-là, nous avons l'agrément de l'ordre des experts comptables et l'agrément santé au travail, parce qu'il y a tant la partie économique que la partie santé au travail. Et enfin, la prévention des risques professionnels, amélioration des conditions de travail. Nous sommes agréés par le ministère du Travail et nous sommes agréés aussi au sens de la formation sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail. Le cabinet est bien sûr en proximité de vous et est présent sur l'ensemble du territoire national et même sur les territoires ou les départements d'outre-mer. Nous avons une expertise métier sur l'expertise comptable, l'analyse financière, la partie droit social. Nous avons des experts RH en négociation, des psychologues du travail, des ergonomes, des formateurs, des sociologues. Et nous travaillons bien sûr aussi sur des secteurs avec une vraie expertise sectorielle. Je vais parvenir et je ne vais pas citer l'ensemble des secteurs d'activité sur lesquels le cabinet est présent. Nous allons commencer vraiment sur le sujet. Et effectivement, l'année 2021 est une année charnière pour bien comprendre et pour bien anticiper ce qu'il s'est passé sur l'année 2020 et ce qu'il se passera ou se passerait sur l'année 2021 et dans les années futures. Et pour bien comprendre tout ça, le premier objectif du CSE et des élus que vous êtes est de réaliser un diagnostic de la situation économique, financière et sociale pour comprendre la nouvelle donne économique. En effet, beaucoup de secteurs d'activité ont pu être chahutés, on en parlera tout de suite après, et donc bien comprendre comment votre entreprise a pu faire face à cette année 2021, mais aussi est-ce qu'elle a les capacités à faire face aux enjeux de court, moyen et long terme. Tout ça en ayant un gros travail de dialogue social et que vous puissiez, vous, en tant que représentant du personnel, utiliser vos prérogatives économiques pour faire avancer le sujet en CSE et pour rendre tout ça intelligible auprès des salariés. Comme je vous l'ai dit, la crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique
a engendré des perturbations et des évolutions de vos environnements sectoriels. Et à minima, on a vu vos secteurs d'activité être bousculés, bouleversés par cette crise économique inédite. En effet, les marchés ont pu évoluer, vos clients sont peut-être en difficulté, ou vos fournisseurs, la réglementation a pu évoluer, ou vos concurrents qui ont peut-être vu des opportunités d'acquisition, de restructuration, de réorganisation pendant cette période et potentiellement des réorganisations, de nouvelles opportunités à venir. Donc, dans l'ensemble de ce contexte, il faut bien comprendre ce qui se passe sur votre marché et comment votre entreprise se situe par rapport à cette nouvelle donne économique. Et bien sûr, ces évolutions, dans la plupart des cas, ont eu des répercussions sur la santé économique et financière et sur la formation des résultats de vos entreprises et sur sa trésorerie. Dans certains cas, il y a eu effectivement des opportunités. Si je prends le secteur de la grande distribution alimentaire, ça a apporté du chiffre d'affaires additionnel. D'autres secteurs ont pu bénéficier d'aides de l'État, et on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Mais le plus souvent, malgré tout, ça a plutôt créé des déséquilibres. Il y a eu des pertes de chiffre d'affaires, des coûts additionnels, et on reviendra sur le sujet pendant notre webinaire. Et malheureusement aussi, pour ceux, par exemple, qui ont connu des fermetures administratives, des difficultés à couvrir les frais fixes. Vous voyez l'ensemble des entreprises et vous avez pu connaître des réalités bien différentes. Et dans ce premier cadre, nous lançons un premier sondage auquel vous pouvez répondre. Je vais vous le lire. Chacun d'entre vous, vous pouvez nous dire quels ont été les effets de la crise sur le niveau d'activité de votre entreprise. Est-ce que ça a réduit l'activité? Est-ce que ça l'a augmenté? Est-ce que ça dépend? Est-ce que vous avez vu des évolutions qui dépendaient des ateliers, des services, des activités, si votre entreprise a plusieurs activités? Ou est-ce que cette crise a finalement eu très peu d'effets, voire aucun effet sur votre activité? Donc, je vous propose de répondre à ce sondage dans le petit onglet à droite en haut, sur la partie sondage. Et je vais laisser la main à Delphine pour continuer le webinaire. Alors, en attendant que chacun réponde, on avance un petit peu dans la présentation. En 2021, les diagnostics devront répondre à quelques grandes questions prioritaires. La première d'entre elles, c'est probablement celle autour de la solidité de la trésorerie. En effet, est-ce que la trésorerie de votre entreprise permettra de faire face aux besoins de financement de court et moyen terme? La trésorerie, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est l'argent dont dispose l'entreprise pour payer tout ce qu'il y a à payer. Donc, les fournisseurs, les salaires, l'URSSAF, les fournisseurs d'immobilisation, d'équipements, rembourser les dettes bancaires, etc. Donc, la question est de savoir si cette trésorerie disponible permet de faire face à tous les besoins qui vont se présenter dans les prochains mois. En 2020, une partie des entreprises, celles qui ont subi la crise et qui ont subi des baisses d'activité, ont vu leur rentrée d'argent diminuer. En général, les décaissements pour payer les frais fixes ne diminuent pas aussi vite. Par définition, les frais fixes, les frais de personnel, les assurances, les loyers ne s'ajustent pas automatiquement à l'activité, si bien que vous avez eu des effets pour les entreprises du chiffre d'affaires, une baisse des recettes, une baisse des encaissements et des charges à payer qui restent relativement élevées. Si bien qu'un certain nombre d'entreprises ont dû, l'année dernière, piocher dans leur trésorerie. En 2020, un certain nombre de dispositifs ont été mis à disposition des entreprises pour faire face à cette situation. Par exemple, les prêts garantis par l'État. Par exemple, on y reviendra. Par exemple, la possibilité de reporter les cotisations fiscales et sociales, l'URSSAF, l'impôt, etc. Par exemple, la possibilité de différer dans le temps les remboursements de prêts bancaires. Si bien qu'en 2020, finalement, on a assisté à un niveau relativement faible de défaillance d'entreprise. Ces mécanismes ont permis aux entreprises de tenir, j'ai envie de dire. Pour autant,
La crise est toujours là, on voit qu'elle se prolonge, il y a un certain nombre d'incertitudes qui demeurent et la question de la solidité financière reste entière. Face à ça, les directions d'entreprise, en général, réalisent des prévisions de trésorerie. Ces prévisions sont très importantes. Elles permettent de prévoir à 6 mois, à 12 mois, les décaissements qui seront nécessaires, mais aussi les encaissements. Alors, le rôle de l'expert par rapport à ce sujet. Premièrement, c'est de déterminer le niveau d'activité qui est nécessaire à votre entreprise pour faire face aux dépenses mensuelles. Le deuxième point, c'est d'examiner, c'est de challenger les hypothèses de votre direction. En effet, les prévisions de trésorerie, ce sont des prévisions qui reposent sur des hypothèses. Donc, les prévisions à 1 mois, à 2 mois sont en général relativement fiables. En revanche, les prévisions à 6 mois, 8 mois, 10 mois sont beaucoup plus incertaines. Le rôle de l'expert, ça va être de dire, si jamais les prévisions ne se réalisent pas comme prévu, si on est 5%, 10% en dessous du chiffre d'affaires qui est prévu, qu'est-ce qui se passe en matière de trésorerie? Est-ce que l'entreprise a toujours les moyens de faire face? C'est extrêmement important parce que ça permet de déceler des impasses de trésorerie en amont. Et sur ce sujet, plus on détecte les problèmes en amont, plus on est à même d'identifier des solutions. Donc les solutions, ça peut être réduire temporairement les stocks, céder les créances à un facteur, ça peut être céder une partie des équipements, une partie des terrains, éventuellement des bâtiments, éventuellement de recapitaliser dans certains cas, ou de passer des accords avec certains fournisseurs, avec les banquiers, avec le fisc parfois. Toutes ces solutions, ça permet de faire face à des impasses temporaires de trésorerie, mais si on ne les prévoit pas, eh bien, ces solutions ne sont pas activables et c'est là qu'on se retrouve face à des situations éventuellement de cessation de paiement, de défaillance d'entreprise. Donc, ce sujet sera extrêmement important, vous l'avez compris, en 2021. Et les diagnostics devront permettre d'évaluer la robustesse de l'entreprise par rapport à cette problématique-là. Donc ça, c'était la première grande question par rapport à la trésor qu'il faut se poser systématiquement. Ensuite, autre grande question qu'on peut se poser dans le cas des diagnostics 2021, c'est est-ce que les efforts en 2020, en 2021 sont équilibrés entre les différentes parties prenantes? Les salariés, et vous êtes bien placés pour le savoir, ont très souvent été en première ligne face à cette crise. Alors, pour les activités qui ont été en repli, ça s'est traduit le plus souvent par des effets sur l'emploi, réduction du volume d'intérim, non-renouvellement des départs parfois, parfois même des incidences plus lourdes avec des mesures collectives de type rupture conventionnelle collective, voire plans sociaux. Donc, des effets sur l'emploi qu'on a vu déjà se manifester dès la fin 2020. Les salariés ont aussi subi souvent des effets sur leur pouvoir d'achat. La rémunération variable, d'abord, a pu être affectée par les baisses de résultats, par les difficultés. Parfois, vous avez été confronté au DNAO, parfois encore à de l'activité partielle quand le maintien de salaire n'est pas prévu, qui a des conséquences directes sur la rémunération et le pouvoir d'achat. Enfin, les salariés ont pu être percutés par la crise dans l'organisation du travail, dans les situations de travail au quotidien, dans leurs conditions de travail, par exemple avec la mise en place du télétravail, avec des modifications de rythme de travail, ou tout simplement par l'intégration de gestes barrières qui ont modifié les situations de travail. Donc, pour toutes les entreprises où on a eu affaire à des dispositifs provisoires de type activité partielle, de type accord de performance collective, il est très important de faire des points réguliers pour apprécier la situation de l'entreprise.
Pourquoi? Parce que ça permettra d'alléger ces dispositifs qui sont contraignants. L'activité partielle, c'est contraignant. Les accords de performance collective réduisent le package social en général. Et donc, c'est important de bien suivre la situation économique de l'entreprise pour permettre un retour à la normale dès que la situation le permet. Et puis enfin, ça peut être intéressant également de mettre en regard les efforts des salariés. Je viens d'en citer quelques-uns. Vous avez sûrement d'autres exemples, mais les efforts des salariés, de mettre en regard des efforts des autres parties prenantes. Par exemple, des efforts des actionnaires. Est-ce que la politique de distribution de dividendes a été ajustée à ce contexte de crise, ou la contribution de l'État? Et on va voir que l'État a, au travers de différents dispositifs, pu soutenir aussi les entreprises. Donc, il nous semble intéressant, dans le cadre des diagnostics qu'on fera en 2021, de faire un état des lieux sur la part que chacun a pris dans l'effort face à cette crise. Alors, justement, dans la part qui a été prise par l'État, on le verra tout à l'heure, il y a une myriade de dispositifs de soutien qui ont été débloqués par l'État. On ne va pas tous les passer en revue ce matin, on n'aurait pas le temps. En revanche, avec Florian, on avait envie de vous parler de 2 dispositifs phares que sont le prêt garanti par l'État et l'activité partielle. Alors, concernant les prêts garantis par l'État, c'est une mesure extrêmement importante, tant en termes de montant que d'efficacité dans le soutien aux entreprises. Les prêts garantis par l'État sont garantis à hauteur de 90%, pour la plupart des entreprises, à hauteur de 80 et 70% pour les plus grosses entreprises. Alors, ce sont des prêts d'une durée maximale de 6 ans, avec l'absence de remboursement la première année. C'est-à-dire que les entreprises n'ont rien remboursé en 2020 et devront rembourser le prêt sur 5 ans entre 2021 et 2024. Alors, récemment, l'État a ouvert la possibilité de différer d'1 an supplémentaire les remboursements. Concrètement, une entreprise qui a souscrit un PGE en 2020 ne rembourse rien en 2021 et rembourse ensuite pendant 5 ans, ou alors utilise la possibilité de ne rien rembourser en 2020, de ne rien rembourser en 2021 et ensuite de rembourser sur 4 ans. Ces prêts garantis par l'État se sont accompagnés, en tout cas pour les grandes entreprises, d'un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire que l'État demande aux entreprises, dans le même temps, de ne pas verser de dividendes l'année de souscription de ce prêt. Donc, par exemple, une entreprise qui a souscrit un PGE en 2020, pour les grosses entreprises, ne peuvent pas distribuer de dividendes en 2020. En revanche, elles retrouvent la possibilité de distribuer des dividendes dès 2021. Alors, quels sont les effets et les conséquences de ces PGE? Pour les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise, pour les entreprises qui ont subi particulièrement la crise avec des fermetures d'activité ou des réductions fortes d'activité, le PGE a été vital. Il a permis de tenir, il a permis de faire face. Pour ces entreprises-là, la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la capacité de l'entreprise à rembourser le PGE? Ça reste un prêt et un prêt qui doit être remboursé. Donc, la question fondamentale, ça va être les moyens de l'entreprise pour faire face à ces nouvelles échéances. Donc, dans ces cas-là, le risque de défaillance devra être surveillé encore de près et parfois un renfort des fonds propres s'avérera nécessaire pour assurer la pérennité de ces entreprises-là. Pour d'autres entreprises, et finalement c'est la majorité, il y a à peu près 2/3 des entreprises qui ont souscrit un PGE et qui ne l'ont pas utilisé ou qui l'ont peu utilisé. Dans ces cas-là, le PGE a servi d'outil de prudence, de coussin pour faire face aux incertitudes de 2021. Dans ces cas-là, le sujet sera de savoir ce que va faire l'entreprise de ce prêt garanti par l'État.
soit elle va décider de le rembourser, donc de le rendre, tout ou partie, soit elle va décider de l'amortir sur 5 ans. Et dans ce cas-là, ce sera intéressant, y compris dans le cas du dialogue social, d'avoir un échange sur le PGE, pourquoi faire, le PGE, à quoi ça sert. Ça peut éventuellement servir à construire l'avenir, à préparer l'avenir au travers du financement d'investissements de rupture technologique, d'investissements de digitalisation ou d'adaptation environnementale. Alors, avant de passer à l'activité partielle, on vous propose un sondage sur ce qui s'est passé dans votre entreprise concernant les PGE, c'est-à-dire dans votre entreprise, est-ce qu'un PGE a été octroyé? Alors, différentes modalités de réponse. Oui, votre entreprise a bénéficié d'un PGE et il a été utilisé. On est donc dans le premier cas de figure où va se poser la question des modalités de remboursement. Ou alors, oui, votre entreprise a bénéficié d'un PGE, mais il a été peu utilisé jusqu'à maintenant. Troisième modalité de réponse, votre entreprise a bénéficié d'un PGE, mais vous ne savez pas s'il a été utilisé ou pas. Ou alors, votre entreprise n'a pas bénéficié d'un PGE. Dernière modalité de réponse, peut-être que vous ne le savez pas parce qu'il n'y a pas eu de communication sur cette thématique-là. On vous laisse répondre et en attendant, on passe à l'activité partielle. Alors, effectivement, Delphine vient de vous montrer que le prêt garanti par l'État était un moyen qu'ont utilisé les directions pour potentiellement passer l'année 2020 et potentiellement aussi travailler sur l'année 2021. Vous l'avez peut-être connu sur l'année 2020 et vous le connaissez peut-être encore sur l'année 2021. L'activité partielle est aussi un dispositif très important qui a été utilisé par les entreprises de manière soutenue sur l'année 2020, surtout lors du premier confinement de mars-avril, même si ça a pu continuer après. Alors, tout d'abord, on va parler de l'activité partielle dite de droit commun, qui là avait deux dispositions particulières. Tout d'abord, qui était soit il n'y avait pas d'accord sur l'activité partielle d'individualisation de la mise en activité partielle du salarié. Et donc là, l'activité partielle de droit commun était appliquée dans un service de manière équitable. Soit il y avait un accord avec les organisations syndicales sur l'individualisation du taux d'activité partielle. Et là, vous avez pu connaître dans vos entreprises des situations où l'équité de la mise en activité partielle n'était pas forcément réalisée et pouvait créer des tensions dans l'entreprise. Le dispositif de droit commun, il a évolué dans le temps et malheureusement, il risque encore de continuer à évoluer. Je vais revenir sur des choses assez simples et ne pas rentrer dans le détail de l'activité partielle parce que ça a été l'œuvre déjà de webinaires nationaux et ça pourrait être encore l'œuvre de webinaires nationaux sur ce sujet-là. Juste lors du premier confinement, les indemnités perçues par l'entreprise et les allocations, les indemnités versées aux salariés et les allocations perçues par l'entreprise étaient, on va dire, avec un zéro reste à charge, mais représentaient 70% du brut payé aux salariés. Puis du 1er juin au 31 janvier 2021, l'indemnité perçue par le salarié restait à 70% de son brut. Par contre, l'entreprise ne percevait plus que 60% du salaire brut du salarié en termes d'indemnité. Depuis 4 jours et depuis le 1er février, l'indemnité perçue par le salarié passe désormais à 60% de son brut. Par contre, l'allocation perçue par l'entreprise passe à 36% du brut et donc entraîne un reste à charge de 24%. Pourquoi l'État a, on va dire, baissé les indemnités des entreprises? C'est aussi
pour favoriser la mise en place de dialogue social et potentiellement d'un accord d'activité partielle longue durée, qui là est nécessairement réalisé de manière équitable par service et par périmètre négocié dans la mise en œuvre et dans l'accord d'activité partielle longue durée, qui reste un accord 100% négocié entre la direction et les organisations syndicales de vos entreprises. Donc, ce dispositif a été mis en place depuis le 31 juillet 2020 et peut s'appliquer jusqu'au 30 juin 2022. Qu'est-ce que ça engendre, la mise en place de cette activité partielle longue durée? L'indemnité perçue par le salarié reste de 70% de son brut et l'allocation perçue par l'entreprise est alors de 60% du brut du salarié. Le deuxième point, qui est extrêmement important, le droit commun pouvait faire que vous pouviez avoir des salariés à 100% en activité partielle. L'activité partielle de longue durée ne permet pas ce type de disposition et limite de manière, en termes de droit commun, à 40% de taux d'activité partielle, avec potentiellement des dérogations pour les entreprises les plus touchées par la crise ou les secteurs d'activité les plus touchés par la crise, à 50%. Il n'y a plus d'individualisation de ce point-là, et donc ça pose énormément de questions en termes d'organisation, en termes de problématiques de charge de travail, en termes d'organisation qui peuvent être, on va dire, plus tendues ou une organisation désorganisée, et qui peut entraîner aussi des problématiques sur les questions de santé au travail, de conditions de travail, de charge de travail. Le rôle de l'expert sur l'activité partielle et sur l'activité partielle de longue durée, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est de faire un bilan sur l'activité partielle de l'année 2020. Quels ont été les volumes, quelles ont été les économies réalisées, quelles ont été les répartitions entre les salariés, les services. Les salariés, s'il y a eu une individualisation de l'activité partielle et un accord, ou entre services, si cet accord n'a pas été réalisé dans l'entreprise. Et donc de bien vérifier qu'il y ait eu un traitement équitable entre les salariés. Ensuite, potentiellement, c'est d'identifier les enjeux de la négociation d'un accord d'activité partielle longue durée. Un accord d'activité partielle longue durée, ça peut avoir un impact important sur l'organisation de l'entreprise et sur les accords de l'entreprise. En effet, l'activité partielle longue durée, on va engendrer potentiellement des changements d'organisation parce que les services ne seront pas forcément au même niveau d'activité partielle. Ça peut engendrer des problématiques de supply chain, d'organisation industrielle, et donc il faut prévoir tout ça dans cet accord d'activité partielle longue durée. Ça peut avoir un impact sur des accords de rémunération dans l'entreprise, ça pourrait avoir un impact sur les variables, ça pourrait avoir un impact sur des primes au sein des primes de vacances, des primes enfants au sein de l'entreprise. Donc tout ça est à identifier. Ensuite, ça permet aussi, l'expert peut aussi appuyer le diagnostic économique de l'entreprise et donc l'impact de l'APLD sur le plan de trésorerie, sur sa capacité de rebond, sur le fait de dépasser un effet conjoncturel, mais aussi potentiellement d'indiquer que l'APLD et l'activité partielle de longue durée ne va pas permettre de dépasser une crise qui devient structurelle sur un secteur d'activité. Et donc, plus tôt on l'identifie, plus tôt aussi on est en capacité de proposer des préconisations alternatives que d'avoir des difficultés de trésorerie et voire d'aller à la cessation de paiement malgré ce point-là. De plus, l'activité partielle de longue durée peut avoir aussi un impact sur le pouvoir d'achat des salariés et donc de regarder quelles étaient les alternatives potentielles en termes de construction de la PLD pour essayer de limiter au maximum l'impact sur le pouvoir d'achat des salariés. Enfin, sur la PLD, il faudra aussi regarder les éléments et les efforts faits par l'actionnaire et les dirigeants sur les dividendes, mais ils peuvent être, par exemple, beaucoup plus importants sur les enjeux de formation, sur les enjeux d'emploi et de compétences dans l'entreprise, sur les évolutions de l'organisation industrielle, ce type de points-là.
Ensuite, une fois que cette activité partielle ou cette activité partielle longue durée est réalisée, eh bien, il faut suivre cette activité partielle longue durée, leur impact sur la situation économique et sur les perspectives, et puis de bien regarder qu'il y a eu un respect des engagements pris dans une activité partielle longue durée. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est au final très large et parfois très technique à suivre. Ça a été très utilisé, cette activité partielle, mais l'État a mis aussi d'autres moyens pour les entreprises pour passer le cap de cette crise économique. On peut passer à la slide suivante. Je vais revenir très rapidement sur ces sujets-là, mais qui sont aussi des sujets en amont que vous pouvez questionner en CSE pour avoir des informations complémentaires à la situation économique et financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a négocié des délais de paiement d'échéances sociales et ou fiscales, ou voire les ont repoussés? Est-ce qu'ils ont eu des remises d'impôts directs, en plus de ce qui se passe sur la loi fiscale de l'année 2021, où ils vont voir leur impôt de production baisser drastiquement? Est-ce qu'ils ont eu des aides au paiement de loyer? Est-ce qu'ils ont utilisé les fonds de solidarité? Comment s'est passé le prêt garanti par l'État? Est-ce qu'ils ont rééchelonné leur crédit bancaire? Comment ils ont utilisé l'activité partielle? Est-ce qu'ils ont utilisé et se retrouvé en difficulté financière et donc ont fait appel à un médiateur? Ou est-ce qu'ils ont utilisé le plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices? L'État a mis énormément de dispositifs pour les directions et pour les entreprises. Maintenant, il est nécessaire de s'en saisir pour comprendre ce qui s'est passé dans votre entreprise, mais aussi de faire appel à un expert pour qu'il voit quels sont les impacts de l'ensemble de ces dispositions sur ses capacités de rebond, sur ses enjeux court terme, moyen terme et long terme, tant sur l'aspect économique, financier que social. En plus, l'État français, avec l'Union européenne, a mis en place un plan de relance. Et ce plan de relance, qui a été abondé de 40 milliards par l'Union européenne et qui est une somme totale de 100 milliards pour la France, est là pour dépasser la crise conjoncturelle. Et il est important de savoir si vos entreprises ont fait appel à ce plan de relance ou sont en train de présenter des projets pour essayer de capter des financements liés à ce plan de relance. Ce plan de relance français, il est axé sur 3 grands sujets: la compétitivité et l'innovation, avec les baisses des impôts de production, le développement industriel sur les territoires, des programmes d'investissement d'avenir. Quand on lit ça, on se dit c'est de l'investissement, ça peut être bon pour notre entreprise, ce qui est le cas. Après, il faut voir aussi les impacts économiques, voire sociaux que pourraient avoir ces projets de plan de relance. Si on utilise ce plan de relance pour digitaliser ou automatiser des chaînes de production, effectivement, ça aura un impact sur l'emploi. Et plus on le sait tôt, plus on peut d'essayer de trouver des alternatives ou en tout cas de prévoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de trouver des solutions en termes de formation le plus tôt possible. Il y a aussi eu un grand axe sur ce plan de relance qui est la transition écologique, qui va avoir un impact sur les secteurs du transport, du bâtiment, de l'énergie et de manière générale sur tout le secteur d'activité qui pousse pour aller vers des solutions plus environnementales et plus responsables socialement et environnementalement. Et enfin, il y a un plan de cohésion sociale et territoriale où il y a un grand plan de ce budget qui est sur l'emploi et la formation et surtout l'emploi des jeunes, les investissements sur les hôpitaux et la recherche, les collectivités locales, mais là, on va être plutôt sur l'environnement de votre entreprise au plus près pour voir si les capacités du territoire vont permettre aussi potentiellement un rebond sur le territoire de votre entreprise. On va avancer sur le sujet et je laisse la main à Delphine. Alors, on l'a vu en filigrane de la présentation jusqu'à maintenant, les environnements sectoriels, les environnements réglementaires ont été vraiment bousculés par cette crise-là. Les fondamentaux d'un certain nombre de secteurs ont été battus en brèche. On peut prendre 2 exemples un peu emblématiques, notamment sur le secteur de l'aéronautique,
C'est un secteur qui bénéficiait de prévisions de commandes et de prévisions d'activité à 10 ans. Et là, en fait, ces prévisions tombent à l'eau et il est devenu extrêmement difficile de prévoir le rythme de reprise de ce secteur qui a été très fortement impacté par la crise. Autre exemple un peu emblématique, le secteur automobile, secteur pour lequel la crise a joué le rôle d'un accélérateur de processus qui préexistaient, mais là, tout va beaucoup plus vite, notamment sur la question de la baisse des véhicules diesel ou sur la question de l'électrification des véhicules. La crise a accéléré ces processus-là. Je prends 2 exemples, mais je pense que dans la plupart des secteurs d'activité, cette crise a rebattu les cartes. Dans le même temps, on l'a vu aussi tout au long de la présentation, cette crise a eu des effets dans la plupart des entreprises sur la trésorerie, sur les moyens financiers. Et donc, du coup, cette crise re-questionne les moyens qu'il était prévu d'allouer aux projets stratégiques. Les moyens de R&D, les moyens dans les investissements au service de la stratégie moyen-long terme, tout ça a pu être re-questionné. Du coup, il nous semble extrêmement important en 2021 de re-questionner le plan stratégique. Pour la plupart des entreprises, les directions ont dû revoir les plans stratégiques et s'adapter au nouveau contexte, à la fois au nouveau contexte externe et au nouveau contexte interne en lien avec les moyens financiers de l'entreprise. Il nous paraît important de mettre en débat ces nouveaux plans stratégiques avec vous, avec les élus du CSE. Alors, on le sait bien, hein, les informations, consultations sur les orientations stratégiques sont, selon les agendas sociaux qui sont en vigueur dans vos entreprises, prévues au mieux tous les ans, mais parfois tous les 2 ans ou parfois tous les 3 ans. Quel que soit l'agenda social, il nous semble qu'il y a matière, il nous semble que c'est pertinent de réouvrir ces discussions-là en 2021, compte tenu des bouleversements qui ont eu lieu, tout simplement parce que le plan stratégique, les orientations stratégiques qui vous ont été présentées il y a 1 an, il y a 2 ans, sont très probablement plus d'actualité. Et qui dit orientation stratégique dit évidemment conséquences sur l'emploi et les compétences, hein. Et là aussi, il nous semble qu'il faut re-questionner l'avenir et les perspectives en matière d'emploi et de compétences. En matière d'emploi, on peut se poser la question de l'effectif cible. On peut aussi se poser la question d'éventuelles restructurations à venir. Et là, je dirais, c'est un peu comme le sujet de la trésorerie. Ce sont des sujets où plus on les anticipe, plus on les prend tôt, plus on arrive à construire des alternatives et à trouver des solutions moins difficiles. Et puis, Florian l'évoquait, hein, sur les aides de l'État, il y a un certain nombre d'aides de l'État qui peuvent aussi aider en matière d'emploi et de maintien des compétences. Par exemple, il y a des dispositifs d'aide à l'embauche qui doivent permettre d'aider au remplacement des départs et du coup au maintien des compétences. Concernant les compétences, on a cité un certain nombre d'évolutions qui sont assez fortes, hein, suite à la crise, mais aussi suite au plan de relance qui sont fortement dirigées vers des ruptures en matière de digitalisation, des ruptures en matière d'environnement et de RSE. Et derrière, dans certains secteurs d'activité, dans certaines entreprises, cela signifie une évolution forte des métiers et des compétences de demain. Et puis, bien sûr, concernant les compétences, on doit avoir une vigilance particulièrement accrue sur la question des compétences dans toutes les entreprises où il y a eu des mesures de départ collectif, parce qu'on sait que ce soit dans le cadre de plans de départ volontaire ou de PSE, derrière, c'est des périodes qui mettent à mal les compétences de l'entreprise. Et donc, du coup, il faut questionner ce point de façon particulière partout où il y a eu des départs collectifs. Concernant les rémunérations, on l'a dit, le variable, par exemple, l'intéressement et la participation, qui en général sont assis sur les performances de l'entreprise, risquent d'être malmenés pendant au moins ces 2 années, 2020-2021. Les NAO, qui sont jamais un exercice facile, sont un exercice
particulièrement délicat cette année parce que dans bon nombre d'entreprises, les marges de manœuvre se sont réduites. Pour autant, selon les cas, on peut identifier des marges de manœuvre. Florian citait tout à l'heure également dans le plan de soutien les économies d'impôts de production. Donc, c'est tout ce qui est relatif à la taxe foncière, à la taxe sur la valeur ajoutée, etc. Où là, ça peut représenter des économies extrêmement importantes pour les entreprises. Peut-être qu'on peut questionner ces éléments-là, y compris dans le cadre des NAO. Et enfin, la refonte, la révision des plans stratégiques peuvent aussi avoir des impacts en matière d'organisation du travail, de conditions de travail, que ce soit au travers de la mise en place de télétravail, de l'activité partielle, mais aussi plus ponctuellement pour les secteurs qui ont bénéficié de la crise, en ce qui concerne le surcroît d'activité que ça a pu générer dans certaines organisations. Alors, avant de passer à la conclusion, aux réponses aux questions et puis aussi aux réponses des sondages, on vous propose un dernier sondage de façon à apprécier les pratiques dans vos entreprises respectives. Concernant les informations consultations annuelles qui, vous le savez, sont obligatoires, mais réalisées de façon assez hétérogène par les directions, qu'est-ce qui se passe dans vos entreprises? Est-ce que vous avez des informations consultations sur la situation économique, sur la politique sociale? Vous cochez s'il y en a une, sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sur l'emploi, ou sur aucune des trois, c'est-à-dire vous n'êtes pas informé, consulté sur ces sujets-là au cours de l'année. On vous laisse répondre et puis on passe à la conclusion de cette séquence. Alors, en conclusion, et avant de rentrer pleinement dans la conclusion, je vais répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. J'ai vu que certaines questions étaient en cours de réponse sur le chat, mais si tout le monde ne les a pas lues, je vais donner quelques réponses. Alors, Pierre qui nous demandait, est-ce que la PLD remet en question la protection offerte par la grille Syntec, mais on pourrait parler aussi de la métallurgie, sur le maintien à 100% de la rémunération? Oui, malheureusement oui, parce que c'est un accord d'entreprise et ça peut remettre en cause ce point-là. Et la PLD de droit commun, donc ça prend le pas sur la convention collective. Et donc, là, pour le coup, c'est une négociation potentielle sur le niveau d'indemnisation du salarié qui peut être réalisée, mais clairement, lorsqu'il y a une mise en place d'un accord d'activité partielle longue durée, on en voit malheureusement trop peu ou une indemnisation supplémentaire que le 70%. Deuxième question de Martial, comment obliger la direction à payer la part non prise en charge par l'État, surtout quand l'entreprise se porte bien? C'est de la négociation. Et là, effectivement, on ne peut pas obliger à le faire, mais le rôle de l'expert peut vous donner des arguments nécessaires à la négociation de ce point-là, au vu des éléments économiques et financiers. En cas de faillite, qui remboursera le prêt garanti par l'État? Là, ça va dépendre de la situation. Soit, s'il y a faillite, on passe déjà par la partie redressement judiciaire. S'il y a un repreneur, il y aura le plan d'appurement du passif qui sera utilisé. Et voire potentiellement, ça peut faire partie des négociations du tribunal et de l'administrateur judiciaire avec le repreneur. S'il n'y en a pas, c'est malheureusement la collectivité potentiellement qui vont supporter ce prêt garanti par l'État parce que c'est garanti par l'État à un certain nombre d'éléments, sauf s'il y a de la trésorerie encore dans l'entreprise, mais quand on est en cessation de paiement, la trésorerie est quand même déjà très très tendue. Une autre question de Marie, c'est comment savoir si l'entreprise a souscrit un PGE? Et ça, c'est une question à poser en CSE. Ça fait partie de vos prérogatives et de vos droits au sens économique du CSE. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser cette prérogative-là pour questionner sur l'ensemble des éléments dont on vient de parler dans le webinaire. Le plan de trésorerie, le prêt garanti par l'État, l'activité partielle et les autres aides et les autres dispositifs qu'a mis l'État à disposition des entreprises.
J'ai vu aussi que beaucoup se posaient des questions selon les secteurs d'activité où nous sommes. Comment on peut faire? Effectivement, il y a des cadres juridiques qui sont différents selon les secteurs d'activité où vous pouvez travailler. La restauration, le tourisme, mais plein d'autres secteurs d'activité ont aujourd'hui, si je prends l'activité partielle, des mesures dérogatoires parce que fermées administrativement et donc le reste à charge pour l'employeur est encore aujourd'hui à 0%. Et il y a des dispositions du fonds de solidarité qui sont beaucoup plus importantes pour ces entreprises-là que pour les autres. Donc, il faut questionner clairement votre CSE sur ce point-là, voire faire un appel à un expert pour voir si effectivement la trésorerie de votre entreprise a la possibilité de passer le cap conjoncturel et quelles sont les capacités de rebond qu'elle a encore pour essayer de poursuivre son activité à long terme, à court, moyen et long terme. Je vais faire un petit peu la voiture balai sur les sondages, même si Jean-Mathieu vous a donné les informations. Donc, on vous avait posé la question des effets de crise sur le niveau d'activité de votre entreprise. Ce que l'on voit au vu des participants du webinaire, c'est que 36% des entreprises ont eu soit plutôt des opportunités, soit n'ont eu aucun impact de la crise économique à l'heure actuelle. 36%, ça veut dire que 64% ont eu un impact, ce qui est quand même énorme. Clairement, ces secteurs d'activité où vous vous situez, qui ont eu des réductions d'activité, qui ont eu des problématiques sur certains services, sur certaines activités, où il va falloir être très présent en CSE et faire appel à un expert pour vous donner les éléments nécessaires à la compréhension des enjeux à court, moyen et long terme. Le deuxième point, c'est mon entreprise bénéficie-t-elle d'un PGE? 22% ne savent pas. Donc là, je le redis, et suite à la réponse à la question que je vous ai donnée, il faut questionner votre direction sur ce sujet-là et qu'est-ce qu'ils vont en faire et comment ils vont le rembourser. 61%, ce qui est un chiffre assez étonnant vu que 2 tiers des entreprises ont utilisé le PGE, nous indique que votre entreprise ne bénéficie pas d'un PGE. Je vous conseille de reposer la question en CSE parce que ce chiffre est quand même assez étonnant. Mais après, vous êtes peut-être aujourd'hui autour de cet écran sur des secteurs d'activité qui vont bien. Et je l'espère pour vous. Et on a 9% qui nous ont indiqué, alors 6% que ça a été très largement utilisé, 3% que ça a été utilisé, et 8% qui ne savent pas si ça a été utilisé ou pas. Donc sur les 8%, posez la question au CSE. Et enfin, la question sur les informations consultations, et ça permet de faire le point, de faire le rebond sur la conclusion. Heureusement, il n'y a que 1%, aucune des 3 informations consultations ont été réalisées dans vos entreprises. Ce qu'on voit quand même majoritairement dans le sondage, c'est que la situation économique et financière est quand même bien réalisée par les entreprises. Les deux autres informations consultations sur la politique sociale, conditions de travail et emploi, et sur les orientations stratégiques et leurs conséquences sont quand même moins réalisées. Et là, clairement, sur l'année 2021, c'est un enjeu, parce que comme on vous l'a indiqué, il y a des enjeux court terme, moyen terme, long terme, financiers, stratégiques. Et il y aura des enjeux au vu des dispositions, au vu de vos problématiques rencontrées sur la politique sociale de l'entreprise, sur les conditions de travail et potentiellement sur l'emploi. Donc, il faut se saisir de ces 3 temps d'information consultation. Il faut vous saisir de ces 3 informations consultation parce que vous pouvez formuler des avis argumentés et porter des alternatives. Et aujourd'hui, ça l'est encore, c'est nécessaire encore plus parce que vous êtes dans le cadre, nous sommes tous dans un cadre de crise conjoncturelle et structurelle, et donc il faut porter des alternatives pour pas qu'il y ait de destruction d'emplois, de restructuration ou de réorganisation qui pourraient avoir des impacts sur les conditions de travail. Et en plus, l'appel à experts vous permettrait de préparer les négociations sur les NAO, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur le télétravail et potentiellement aussi sur le temps de travail. L'ensemble de ce webinaire a été enregistré, on vous enverra un lien, vous aurez aussi le support. Nous vous remercions avec Delphine de vos questions et d'avoir été présent pendant ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci, bonne journée.